Le Monde aujourd'hui, bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de ce mardi 22 février à la une de l'actualité. Les accords de paix en Ukraine n'existent plus. C'est ce qu'a déclaré mardi Vladimir Poutine, qui a reconnu hier l'indépendance des séparatistes, alors que l'Ukraine exhorte ses alliés occidentaux à lui fournir davantage d'armes et à lui donner des garanties sur une future adhésion à l'OTAN pour la soutenir face à la Russie. On fait le point avec notre invité du jour. Au Burkina Faso, l'explosion d'un stock de dynamite sur un site d'or artisanal a fait plusieurs dizaines de morts dans la région du sud-ouest. Entre tristesse et consternation, les populations attendent de l'État qu'il prenne ses responsabilités pour davantage protéger ces sites d'orpaillage. Et nous ferons une escale au Kenya où les éleveurs nomades qui souffrent de la sécheresse récurrente se tournent vers une alternative, l'élevage des poissons et des abeilles. Au lendemain de la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens de Donetsk et Lugansk par la Russie, les sanctions contre Moscou se multiplient et celle qui fait couler beaucoup d'encre est la décision allemande de suspendre le gazoduc Nord Stream 2. De son côté, Washington promet également l'annonce de sanctions. D'ailleurs, le président Biden était tout à l'heure en train de faire son allocution. Il a promis justement une série de sanctions dont on va en parler maintenant avec notre invité. René Lake, vous êtes analyste politique, vous êtes dans la région de Washington DC. Bonsoir. Bonsoir Arzouma. Alors pour Vladimir Poutine, les accords de paix en Ukraine n'existent plus. Il reconnaît l'indépendance des régions séparatistes et demande au Parlement d'autoriser l'envoi de troupes dans l'est du territoire ukrainien. Et mieux, il se dit prêt à démilitariser l'Ukraine. Quelle analyse vous faites ? Écoutez Arzouma, au-delà d'une demande au Parlement, il joint à cela l'acte puisque les troupes russes ont commencé à se repositionner dans le Donbass, cette partie est de l'Ukraine, où les séparatistes russes mènent une guerre depuis plusieurs années. Donc, il faut dire que dans cette zone, il y avait déjà il y avait une présence militaire russe, mais elle n'était pas systématisée. Et là, de toute évidence, il a décidé de la systématiser. Alors, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il va aller au-delà des frontières ou de la frontière qui est contrôlée par les séparatistes russes? Alors, à ce moment-là, ce sera un véritable acte de guerre contre l'Ukraine, puisque ces autres positions-là, c'est la présence militaire ukrainienne est massive. Donc ça, c'est une des grandes questions qui va se poser. Mais dès lors, on peut tout de suite dire, comme l'a dit Biden il y a quelques minutes, qu'il s'agit là d'une grande violation du droit international. Il décide de manière tout à fait unilatérale de créer la reconnaissance par la Russie de deux nouvelles républiques. De quelle option dispose l'Ukraine à ce stade et quels sont les enjeux géopolitiques de cette crise finalement? Écoutez, l'Ukraine, c'est un peu l'agneau du sacrifice ici, parce que elle n'a pas de grands moyens, elle ne peut pas faire face à l'armée russe, aux moyens militaires russes. Donc ses meilleurs alliés restent l'Occident, l'Union européenne et les États-Unis. Et eux, ils ne peuvent intervenir réellement qu'à partir de sanctions. Donc Biden vient déjà d'annoncer des sanctions assez draconiennes, notamment financières, contre l'État russe, mais également contre des responsables, des personnalités russes. Donc ça va avoir un impact individuel fort important. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la décision allemande, alors c'est celle-là peut-être la plus importante, parce que c'est celle qui peut avoir le plus gros impact sur l'économie russe, la suppression du moins l'arrêt pour l'instant de ce projet de gazoduc. Justement, parlons de cette valse de sanctions contre la Russie. Sera-t-elle suffisante pour éviter le pire? Et on parle de plus en plus aussi de sanctions plus personnalisées. Oui, alors ça, les sanctions personnalisées d'expérience, on sait que ça marche parce que ça peut empêcher les leaders d'un pays de se déplacer à travers le monde. Il y a un gel de leurs avoirs dans tous les comptes à l'étranger, surtout dans un pays où la corruption est très forte comme la Russie. Vous pouvez imaginer que la plupart des oligarques russes ont des comptes un peu partout dans le monde. Les empêcher d'avoir des comptes en dollars, d'empêcher les transactions en dollars. Alors ça a un impact sur les individus comme sur l'État. Donc il y a toute une
toute une batterie de sanctions qui peuvent avoir un impact important. Mais au fond, vous savez, le plus important, Arjuma, à mon avis, ça va être l'unité des pays occidentaux. Si les pays occidentaux montrent une unité dans les sanctions, dans leur fermeté et dans la vigueur des sanctions, il y a des chances que Poutine n'aille pas au-delà des zones contrôlées aujourd'hui par les séparatistes russes dans l'est de l'Ukraine. Mais si il sent qu'il y a des dissonances entre les Occidentaux, il est tout à fait possible qu'il aille sur une invasion totale de l'Ukraine. Alors René Lec, si l'acte 1, c'était la Crimée, et l'acte 2, le Donbass, quel sera l'acte 3 selon vous? Oui, écoutez, l'acte 3, ça peut être justement cela. Ça pourrait être une invasion complète, une mise sous une annexion littéralement de l'Ukraine. Et là, effectivement, on est dans une situation particulièrement dangereuse. On arrive à une situation pratiquement qui nous rappelle un peu le milieu du siècle dernier. On est au bord d'une crise militaire mondiale. On n'ira pas parler de guerre mondiale, bien entendu, on n'en est pas à ce stade-là, mais d'une crise militaire mondiale aux effets absolument dévastateurs, Arjuma, y compris sur le reste du monde, dans les rapports avec la Chine, les rapports avec l'Afrique, et en plus de ça, au plan économique, on le voit déjà, j'ai vu tout à l'heure, le Dow Jones est à 33 400, quelque chose comme ça, a déjà perdu plus de 3000 points en quelques mois. L'inflation, plus de 7% aux États-Unis, plus de 35% en Turquie. L'inflation de l'économie mondiale, au niveau mondial, ne va faire que s'accélérer. Bref, cela aussi peut aboutir à une crise économique. Parce que vous savez, Arjuma, les sanctions contre la Russie vont aussi avoir un impact négatif ici aux États-Unis sur les revenus, sur le niveau de vie des Américains, sur l'économie américaine et bien entendu dans le reste du monde. René Lec, vous êtes analyste politique, vous êtes basé ici même à Washington DC. Je vous remercie. À très bientôt. Je vous en prie, Arjuma. Au Burkina Faso, l'explosion d'un stock de dynamite sur un site d'or artisanal a fait plusieurs dizaines de morts dans la région du sud-ouest. Il faut rappeler que le sous-secteur artisanal, aussi appelé orpaillage, emploie 1,5 million de personnes au Burkina Faso et génère une production annuelle supplémentaire d'environ 10 tonnes d'or, selon le ministère des Mines. Suivant ce récit de Gabi Dorsil. Une enquête plus approfondie permettra de comprendre l'origine de ce drame, a déclaré le haut-commissaire de la province de Poni qui s'est rendu sur les lieux. Mais les autorités parlent jusqu'à présent d'un accident qui s'est produit lundi après-midi sur le site d'orpaillage de Gongombiro, dans le sud-ouest du Faso. Au départ, une source hospitalière avait fait état de 55 morts, disant avoir aussi recensé une cinquantaine de blessés, dont des femmes et des enfants, mais prévoyant un bilan final plus lourd. En effet, 63 morts et une soixantaine de blessés. C'est le nouveau bilan dressé mardi par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Gawa. La sécurisation des sites d'orpaillage reste un défi au Burkina, selon le secrétaire permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, une structure chargée de promouvoir la bonne gouvernance dans ce secteur. Il est au micro de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. Ça pose un problème. Le problème d'abord de la sécurisation de nos sites d'orpaillage, l'encadrement de nos sites, de nos acteurs du site, et surtout le non-respect de la réglementation liée à l'exploitation et des sites d'orpaillage. Sinon, puisqu'il semble que c'est lié à des explosifs qui ont pris à la suite d'un incendie. Vous savez, il y a une réglementation en la matière, il y a une loi, la loi 051, qui réglemente, et même des décrets d'application, qui réglementent le transport, l'exportation des produits liés à l'exploitation minière. Donc, quand ce n'est pas respecté, normalement, pour ce qui est vraiment des sites d'orpaillage, ces produits ne devaient pas y figurer, ne devaient pas exister sur le site. Selon un habitant, l'explosion de lundi a laissé des scènes d'horreur, outre le lourd bilan de plusieurs dizaines de morts.
Incendie à Bamako, Mali. Le marché de bétail de Faladier était sous les flammes hier lundi 21 février aux environs de 17h. Arrivés sur place, les agents de la protection civile se sont attelés à la maîtrise et à l'extinction du feu. Aucune perte en vies humaines n'est à signaler. Par contre, des dégâts matériels importants ont été constatés, notamment du bétail. Des membres de la Gendarmerie nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux du drame. Ce mardi, c'était au tour du ministre de l'Élevage et de l'Agriculture d'aller voir la situation de près. Une surveillance de la zone d'incendie a été mise en place en début de soirée par les agents de la Protection civile. Au Nigeria, 4 policiers ont été tués dans 2 attaques distinctes menées par des hommes armés dans le sud-est du Nigeria en proie à une agitation séparatiste, selon une annonce faite mardi par le porte-parole de la police locale, Michael Abatam. Le sud-est du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est confronté à une montée des violences. Plus d'une centaine de policiers et les membres des forces de sécurité y ont été tués par des hommes armés depuis l'année dernière, selon un bilan des médias locaux. Les autorités accusent fréquemment le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, IPOB, et son aile paramilitaire d'être à l'origine des violences dans la région, ce que nie le groupe. Je suis Alison Lekogo-Fernandez à Dakar pour VOA Afrique. Le président turc s'est rendu au Sénégal lundi où il a rencontré son homologue Macky Sall lors d'une conférence de presse tenue à Dakar. Les 2 présidents ont souligné les liens d'amitié existants entre les 2 pays. Erdogan insiste sur les importants accords commerciaux conclus avec le dirigeant sénégalais, davantage avec Ginny Kapumbu-Villa. Dakar et Ankara entretiennent des rapports solides que les 2 dirigeants souhaitent encore consolider. C'est ce que Recep Tayyip Erdogan a voulu faire justement lors de cette escale ouest-africaine. Selon Erdogan, les accords commerciaux et la hausse du volume d'échanges témoignent d'une amitié solide entre les 2 pays. Malgré la pandémie, le volume des échanges bilatéraux est en hausse et vise à atteindre $1 milliard prochainement. Malgré l'épidémie, le volume de nos échanges bilatéraux en 2021 a augmenté de 42% par rapport à l'année précédente et a dépassé $540 millions. Comme vient de le dire le président Sall, notre objectif est que ce chiffre atteigne $1 milliard. Son homologue sénégalais n'a pas caché sa satisfaction. Je suis satisfait des relations politiques et de coopération économique entre le Sénégal et la Turquie. Ce sont des relations anciennes avec un cadre juridique solide et diversifié qui touchent des domaines aussi variés que les consultations politiques, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'éducation, l'eau, le transport, l'environnement, l'industrie, le commerce, la culture et la défense. Ankara s'est beaucoup investi en Afrique ces 2 dernières décennies pour développer les liens diplomatiques, mais aussi économiques et commerciaux, notamment à travers l'Agence turque de coopération et de développement, la TICA, qui a investi plus de $12 milliards au Sénégal depuis 2007, va continuer à poursuivre ses activités, a affirmé le président Erdogan. Après avoir mis en œuvre 186 projets d'une valeur de $12 millions au Sénégal depuis 2007, la TICA est déterminée à poursuivre ses activités. La fondation turque Maarif assure l'éducation de 857 élèves dans 13 écoles au Sénégal. La Turquie, qui s'est engagée à renforcer ses liens avec le continent, a notamment fait valoir l'absence de passé colonial de ce pays en Afrique. Autre crise, celle des migrants. Près de 600 migrants, parmi lesquels figurent 59 mineurs, dont un grand nombre sont non accompagnés, ont été secourus durant la nuit de lundi à mardi en haute mer, à environ 100 km de Calabre, ont annoncé les gardes-côtes italiens qui ont également récupéré le corps d'une personne décédée. Un grand navire, le Diocity, ainsi que 3 vedettes des gardes-côtes ont participé au sauvetage de 573 migrants
en difficulté à bord de 2 bateaux de pêche surchargés, indique un communiqué. Le sauvetage a été effectué dans la zone de compétence italienne SAR, Search and Rescue, par les vedettes qui ont transbordé les migrants à bord du Diociti. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, le froid et le mauvais temps en mer ne semblent pas avoir découragé cette année les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer, dont 10 570 sont arrivés depuis le début de l'année. Et c'est la fin de cette première partie du journal. À venir, on parle d'une menace d'insécurité alimentaire sans précédent dans la région du Sahel et aussi de la reconversion d'éleveurs nomades du Kenya à l'élevage des poissons et des abeilles. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, la région du Sahel en Afrique est confrontée à une insécurité alimentaire sans précédent en raison de la flambée des prix et de la forte demande régionale, mais aussi à cause du Covid-19, de l'insécurité et des activités terroristes. Le représentant du PAM au Burkina Faso prévient que la situation est critique avec des millions de personnes supplémentaires qui vont être confrontées à la faim dans les mois à venir. Reportage d'Henri Wilkins à Ouagadougou. Le récit est de Claire Morin-Gibourg. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a fait réagir la toile. Elle prétend montrer des groupes djihadistes se déplaçant librement dans de vastes zones de la campagne burkinabé, attaquant à la fois les civils et les forces de sécurité. Le conflit a touché des millions de personnes. L'ancien éleveur Saïdou Sawadogo, forcé de fuir à Ouagadougou, a perdu tout son bétail. Oui, mes animaux ont été volés. Les terroristes sont arrivés vers 3 ou 4 heures du matin. Ils sont venus un grand nombre ce jour-là. Ils ont pris environ 1 millier de moutons et ils sont partis. Quelques jours plus tard, ils sont revenus au marché et ont pris le téléphone portable de tout le monde. Et c'est alors que j'ai décidé de fuir. Les prix des animaux ont augmenté au cours des 3 dernières années en raison de l'insécurité. De nombreuses personnes ont été tuées et des animaux ont été emmenés. Il y a 3 ans, le prix des animaux commençait de $300 à $430. Aujourd'hui, le prix commence à $700. Avant, nous gagnions plus, mais c'est beaucoup moins aujourd'hui. C'est un mélange de facteurs qui a fait monter en flèche le prix des denrées alimentaires, affirme le Programme alimentaire mondial, qui précise que 28 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le vol de bétail n'est qu'un petit facteur. Selon le PAM, les principales raisons de la hausse des prix au Burkina Faso comprennent aussi la forte demande des pays voisins. Le PAM indique également qu'au Burkina Faso, au Mali et au Niger, la faim pourrait augmenter de 50% dans les mois à venir, passant de 5,5 millions à plus de 8 millions de personnes dans une grave crise d'insécurité alimentaire. Les plus de 2,5 millions de personnes déplacées par le conflit au Sahel, comme Soumaïla Sawadogo, sont particulièrement vulnérables. Les gens nous ont accueillis, nous ont hébergés et nous remercions Dieu. Le seul problème que nous avons est celui de l'eau et de la nourriture. Nous n'avons que l'aide de l'ONU. Ils nous ont aidés avec des maisons et de la nourriture, du riz, de l'huile, des haricots et des condiments.
Dans le même temps, le PAM affirme qu'il sera bientôt obligé de réduire les rations des personnes déplacées s'il ne reçoit pas plus de financement. Les éleveurs nomades du Kenya sont parmi ceux qui souffrent le plus de la sécheresse récurrente qui tue le bétail dont ils dépendent. Pour apporter une solution, des programmes d'aide enseignent aux éleveurs kenyans comment élever des poissons et des abeilles. Un reportage de Brenda Moulinia à Isiolo au Kenya. Le récit est de Ginny Kapomovila. Les régions arides et semi-arides du Kenya sont en proie à une sécheresse cyclique depuis l'année dernière. Sécheresse qui menace la vie de près de 2 millions de personnes. Les communautés pastorales qui dépendent du bétail comptent leurs pertes et font face à une sécurité alimentaire incertaine. Mais Makai Mamo, une éleveuse devenue agricultrice, n'a pas eu à se soucier de la façon de nourrir sa famille pendant cette période difficile. Elle élève des poissons sur sa ferme depuis 2 ans et cela porte ses fruits. Alors que d'autres éleveurs luttent pour nourrir leur famille pendant cette sécheresse, elle en a assez pour manger et vendre. Nous avons commencé par des interventions générales, comme les distributions de nourriture, ce qui était un peu réactionnaire. Comme après une sécheresse ou une inondation, nous donnions de la nourriture aux communautés. Mais nous avons ensuite réalisé qu'avec le temps, ce n'était pas durable. L'élevage de poissons a été introduit à Isiolo, un comté du nord du Kenya, en 2019 par le gouvernement du comté en collaboration avec le Programme alimentaire mondial. L'initiative vise à protéger les résidents des effets des conditions météorologiques extrêmes comme les sécheresses et les inondations. En ce moment, je peux dire que nous avons un bon nombre de personnes qui acceptent le poisson comme moyen de subsistance et qu'elles l'utilisent pour gagner d'autres revenus afin de répondre aux autres besoins du ménage. Donc, en ce moment, nous avons la phase 2 qui arrive. Nous ciblons 40 pisciculteurs. Nous espérons qu'avec le temps, ils pourront voir les poissons comme les autres animaux d'élevage. Le gouvernement du comté d'Isiolo affirme que la diversification des sources de revenus a contribué à atténuer l'impact des sécheresses qui ont frappé le comté et les régions environnantes de temps à autre. Le programme est passé de 15 groupes à plus de 50 et les agriculteurs individuels cultivent et consomment maintenant le poisson, pratiquent également l'agriculture, la production de foin et l'apiculture. Le programme vise à atteindre près d'1 millier de groupes dans les 5 prochaines années. Le Cameroun accueille l'un des plus grands salons d'exposition multisectoriels d'Afrique. 1 millier d'entreprises de 30 pays d'Afrique et d'Europe y participent. Des entreprises qui mettent en exergue des filières telles que l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, l'industrie ou encore les mines. Images et commentaires de Jules Emmanuel Ntap. L'une des spécificités de ce salon international d'exposition multisectorielle est la recherche des partenariats d'affaires, notamment pour les petites entreprises. Le salon de rencontres nous permet d'avoir des contacts, nous permet de challenger d'autres grandes sociétés agricoles comme nous. C'est-à-dire là, on peut bénéficier d'un soutien financier, soit un soutien matériel, soit avoir des échanges de contacts, des structures qui sont plus grandes que nous pour nous accompagner à développer. Pour les entreprises locales déjà opérationnelles, c'est l'occasion de mieux se faire connaître. Cette menuiserie industrielle fait dans la transformation du bois depuis une 20aine d'années et emploie exclusivement une main-d'œuvre locale. Nous sommes venus là pour montrer aux menuisiers qu'avec du panneau lamellé collé, ils peuvent fabriquer des meubles comme ce que vous pouvez voir derrière nous. Faire des habillages du plafond, habillage mural, des cuisines et des meubles de bureau. Parmi les 1000 exposants, l'on compte aussi de nombreuses entreprises de l'étranger, de la France, la Grande-Bretagne, l'Italie ou encore la Belgique. Cette entreprise belge expose sur les énergies renouvelables. Le but, c'est vraiment d'avoir une solution pour l'électrification, donc d'être autonome en énergie. Donc, c'est-à-dire qu'on a une plaque solaire sur le toit, une batterie qui va stocker l'énergie, et puis la possibilité de brancher des lampes, mais également de pouvoir créer des activités qui vont générer des revenus. Pour ça, on peut brancher différents appareils comme un frigo, une télévision, une pompe à eau, etc. Les autorités en profitent quant à elles pour promouvoir les mesures incitatives en faveur des investisseurs étrangers au Cameroun. Lorsque vous avez signé, un investisseur a signé une convention avec l'API
avez droit à des exonérations d'ordre fiscal, douanier, etc. pour faire venir vos équipements. Vous allez rester un certain nombre d'années pendant 5 ans sans payer les impôts, sans payer la TVA, etc. Le salon d'exposition se déroule sur 9 jours et près de 100 000 visiteurs y sont attendus. J'ai été vraiment émue par le type d'œuvres exposées par les Camerounais et aussi d'autres Africains. Et bon, il y a vraiment beaucoup de choses à visiter, que ce soit des produits camerounais ou des produits venant d'ailleurs en fait. Cette année, les organisateurs du Salon international veulent contribuer à l'industrialisation de l'Afrique. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. Et avant de refermer ce journal, on vous amène à la découverte de Saint Charlampius, le saint patron des apiculteurs, également connu sous le nom de Seigneur de toutes les maladies. Et sa fête est célébrée chaque 10 février, comme à Blagoevgrad, en Bulgarie. Les fidèles viennent lui rendre grâce et le prier de protéger leur foyer et leur santé. Selon la foi orthodoxe, Saint Charlampius est devenu le saint patron du miel et des apiculteurs parce qu'il a miraculeusement guéri ses blessures avec du miel après avoir été torturé. Au cours de la messe spéciale, les fidèles allument des bougies et les placent sur des petits pots contenant du miel et les disposent dans l'église pour former un grand crucifix. Un prêtre consacre alors le miel, priant pour la protection et la santé. Selon la tradition, après le retour des femmes de l'église, elles préparent un bain rituel spécial pour la famille et le recouvraient de miel pour éloigner toutes les maladies. Voilà. Saint Charlampius. Et c'est la fin de l'édition de ce jour. Un grand merci à toute la rédaction et comme d'habitude, l'information continue sur voaafrique.com et sur toutes nos stations partenaires. Passez une très belle fin de soirée.